It's a great honour for us today to host the French Defence Minister at what is actually a very difficult time for his country. So before we begin the event, I would like to say to Monsieur Le Drian that I hope he will accept on our behalf, on the behalf of Brookings and everyone here, our most sincere condolences to the victims and families of the terrible atrocity in Nice, and to all of our colleagues and friends in France who have been affected by this great tragedy. We'd like to again express our most sincere condolences at this very difficult time for you and your country. Before I introduce the Minister and we begin with the event, I want to make a few quick announcements which are quite important for all of you here. First of all, this event is going to be on the record and the Minister is going to speak in French. So for those of you who do not speak French, I want to make sure that you have headsets for the simultaneous translation. If you do not, we have them just outside of the auditorium. So I just want to make sure that everybody has what they need. And Channel 2 will have the English translation for when we begin. I also want to make sure that everyone is mindful of their cell phones for this equipment. It's quite sensitive, so if you do have a cell phone close to the equipment, if you could switch it off or put it under your seat and away from the equipment, that would be very helpful. We also have a hashtag for this event. It is #USFrance. And we'd like to welcome our C-SPAN audience who are joining us for this very important presentation by the Minister. And I'd also like to acknowledge and thank our French Senior Fellow, Philippe Lecourt, for his work on facilitating this and other important events on current developments in France and Europe. Minister Le Drian is here in Washington, D.C., as part of a group of defence and foreign ministers from more than 30 states. So we're here to forge a common approach with US Secretary of Defence Ashton Carter on how to combat the Islamic State in Syria and Iraq, which is clearly an issue of great importance to France as well as to the United States. You probably have the biographical material of Minister Le Drian in the packets that you have, but for those of you in the TV audience who clearly do not, Mr. Le Drian is originally from Brittany, as is coincidentally our colleague Philippe Lecourt, who is going to be moderating the event. He was formerly the mayor of the city of Lorient, and he's had several national-level positions in France covering defence matters before he was appointed Minister of Defence by President François Hollande in May 2012. Mr. Le Drian has also published a new book, which we're very excited about at Brookings because we like books. It's on security issues, Who is the Enemy? It's just out in English. And for those of you who would like a copy, we have one or several copies outside, again, of the auditorium. Mr. Le Drian is going to address us here from the podium, and then we will turn over to the chairs to have a discussion moderated by Philippe Lecourt, along with our colleague, Senior Fellow Mike O'Hanlon, who has published many books. Perhaps it won't be a discussion about the book, but knows a thing or two about defence issues, especially about the topics that Mr. Le Drian is here to cover today in Washington, D.C. Mr. Le Drian, it's a great honour to host you. Thank you for joining us today, and thank you for the audience also for coming. Sir, the podium is yours. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation que j'honore avec grand plaisir. Je suis très heureux de venir m'exprimer ici, à la Brookings Institution, dans cette maison qui vient de célébrer cette année son 100e anniversaire. Un siècle d'existence qui correspond aussi à un siècle troublé dans lequel la réflexion, la capacité à prendre du recul sur les événements parfois vertigineux que nous vivons doit nous permettre d'améliorer l'acuité de nos analyses et donc l'efficacité de notre action. Vous le savez, la France vient d'être frappée une nouvelle fois à Nice le jour de la fête nationale dans une action terroriste d'une violence inouïe. C'est la troisième fois en 18 mois seulement, sans évoquer
les tentatives que nous avons déjouées. C'est la tragique confirmation d'une certitude que nous avions déjà. La France, son modèle de société, la qualité de sa vie démocratique, son art de vivre sont insupportables aux yeux des barbares qui veulent nous frapper. En tant qu'État, cette situation nous donne un certain nombre d'obligations. La première est d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Légitimement, les Français demandent donc une sécurité accrue, mais en même temps la préservation de leur mode de vie, y compris de leurs libertés, qui sont à la base de notre contrat social. Quel est donc cet ennemi qui nous cible? Je voudrais tenter avec vous de définir précisément les formes de la menace qui pèse sur nous et les moyens d'y faire face le plus efficacement. Il faut partir d'un constat simple. Aujourd'hui, une série de groupes terroristes autour des pôles principaux que sont Daesh et Al-Qaïda sont disposés à utiliser tous les moyens pour nous frapper. Dans le but, non de nous vaincre sur le plan militaire, car cette bataille est perdue, je vais en reparler, mais dans le but de nous plonger dans la stupeur en espérant que nos institutions vacillent. Et Daesh, en particulier, à cet égard, est un ennemi multiforme. Il se décline sous trois aspects qui sont étroitement articulés. S'il n'est pas un État d'un point de vue juridique, il constitue, du point de vue stratégique, un proto-État qui tente d'exercer des pouvoirs régaliens. Ce proto-État s'accompagne d'un mouvement djihadiste transnational qui s'inscrit, comme le fait par ailleurs Al-Qaïda, dans une nébuleuse de groupes qui opèrent par-delà les frontières et jusque sur nos sols nationaux. Ainsi, frapper Daesh au Levant, c'est du même coup, pour nous, mais pour d'autres, protéger son territoire. Enfin, Daesh est une idéologie particulièrement dangereuse qui veut renouer avec un califat et, ce faisant, façonner une société nouvelle. Et je veux y insister en disant qu'à mon sens, Daesh est une entreprise totalitaire à part entière. Pourquoi? Elle est fondée d'abord sur un substrat idéologique profondément inégalitaire, hiérarchisant les humains en groupes supérieurs et inférieurs, au point d'avoir réintroduit l'esclavage dans sa forme la plus abjecte, l'esclavage sexuel des femmes yézidis. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur une volonté éradicatrice de tous les groupes qui s'opposent au califat, parce qu'elle est fondée sur la mobilisation de l'ensemble des ressources sociétales, financières et humaines au service de la lutte permanente contre le reste du monde. Elle est enfin fondée sur un contrôle policier étroit des populations soumises à une violence extrême, comme en témoigne la multitude des exécutions en territoire dominé par Daesh. Et pour nous, cette caractérisation protéiforme appelle une réponse à plusieurs niveaux. Au niveau militaire, nous devons détruire ce proto-État djihadiste. Au niveau policier et judiciaire, nous devons protéger nos concitoyens sur le territoire national et les armées françaises y contribuent aujourd'hui, en raison en particulier de la militarisation de l'adversaire et de ce terrorisme-là. Au niveau économique, l'assèchement des recrutements djihadistes passera dans la durée par l'altération des ressources de l'EI. Enfin, au niveau politique et idéologique, nous devons mettre en œuvre tous les moyens pour contrer l'influence de Daesh. En particulier, nos efforts doivent se porter sur le domaine cyber pour contrer
ce que j'appelle le califat virtuel, qui risque d'être réinvesti à mesure que le califat physique est en recul en Syrie et en Irak. Cette menace exercée par Daesh est nouvelle par sa mesure, par sa démesure, mais pas forcément par sa nature. La prétention à la domination territoriale et à la formation d'un proto-État gérant une population existait déjà avec AQMI en 2012 au Mali, et l'utilisation de la terreur contre des civils, à Bagdad comme à Paris, à Istanbul comme à Bruxelles, avec la volonté de fragiliser les sociétés qui leur résistent, n'est pas non plus nouvelle. Et les Américains sont mieux placés que quiconque pour le savoir. Mais notre action doit s'adapter à la continuité de la menace à laquelle nous faisons face, qui nous cible au plus loin de nos frontières comme au plus près de nos vies. Notre action doit être elle-même extérieure et intérieure. Elle doit faire appel à une variété d'instruments, depuis nos forces armées déployées au Levant ou dans le Sahel, jusqu'aux services de renseignement, de police et de justice, sans oublier l'ensemble des capacités de sécurité civile qui permettent à notre pays de faire face lorsqu'il est attaqué. Et puisque c'est les domaines dont j'ai plus particulièrement la charge, permettez-moi de centrer la suite de mon propos sur le volet militaire de l'action menée par la France contre les groupes armés terroristes qui la menacent. La France n'est pas un pays va-t-en-guerre, mais elle sait reconnaître que certaines guerres s'imposent à elle. Ce fut le cas en 2001 en Afghanistan, où nous sommes intervenus par solidarité avec nos alliés américains. Et c'est le cas aujourd'hui. En 2003, nous avons eu le courage de dire que la guerre d'Irak n'avait pas à être menée, que d'autres voies existaient, que les risques étaient immenses. Je ne dis pas pour souligner que nous avions raison, ce n'est pas ma démarche, je fais simplement remarquer que si la France s'engage dans une guerre, c'est qu'elle a des raisons fondées pour elle-même, très fondées, de le faire. En Syrie et en Irak, nous menons une guerre contre des ennemis identifiés qui ont mené des actes de guerre ou de déstabilisation jusqu'au cœur de notre territoire. Ces groupes doivent être détruits dès lors qu'ils présentent une menace majeure pour nous, et c'est ce que nous sommes en train de faire au Moyen-Orient. Je veux dire ici combien l'idée selon laquelle nous pourrions en quelque sorte acheter notre tranquillité, nous aurions pu acheter notre tranquillité en n'intervenant pas contre Daesh, n'a aucun sens. Parce que le programme de Daesh est sans ambiguïté, c'est la domination du califat. Et si nous venions à le laisser consolider son emprise sur le Moyen-Orient, il aurait encore plus de ressources, encore plus de combattants, encore plus de capacité de planification pour nous frapper, comme il l'a fait en novembre dernier, lorsqu'un commando armé a été projeté au cœur de Paris, selon un plan précis et selon un plan travaillé de longue date. La contribution française à la campagne de la coalition, qui justifie ma présence à Washington aujourd'hui, est significative. Nous formons à Bagdad les membres de l'unité d'élite contre-terroriste. Nous formons des unités de l'armée de terre. Nous travaillons main dans la main avec les Peshmerga. Nos avions sont mobilisés depuis septembre 2014 et frappent très régulièrement les cibles ennemies, quasiment tous les jours, dans la coalition. Et ces actions ont permis d'obtenir, avec l'ensemble de la coalition, sous la responsabilité, le leadership des États-Unis, ces actions nous ont permis d'obtenir des résultats extrêmement importants. Je pense à la libération de Falloujah, qui est un symbole majeur s'agissant de la première ville importante contrôlée par l'EI dans son action de départ. Je pense à la perte prochaine de Manbij, qui permettra de couper Daesh de son dernier accès au monde extérieur. Je pense encore à la prise de Qayyara, qui nous permet désormais de planifier très concrètement notre avancée sur Mossoul
l'un des principaux centres de l'organisation terroriste. Tout cela nous permet d'entrevoir le moment, que j'espère prochain, où Daesh aura perdu son emprise territoriale au Levant. Cela réduira sa capacité d'action contre nous, et notamment sa capacité à planifier des attaques complexes sur une période longue. Nous savons ainsi, j'y ai déjà fait allusion, que les attaques de novembre 2013 ont été conçues et préparées depuis la Syrie, notamment depuis Manbij et Raqqa, avec la projection de commandos en France, via les flux migratoires et le transfert des moyens financiers depuis le Moyen-Orient vers l'Europe. Mais cette perte territoriale doit également nous permettre de porter des coups à la machine de propagande de Daesh. Cette machine, cet incubateur qui permet de mobiliser des déséquilibrés, de mobiliser des fanatiques, incités, comme dans le cas de Nice, à prendre seuls l'initiative d'actions terroristes. Je précise ici que l'utilisation de véhicules comme armes, de manière rudimentaire et violente, dans le but de tuer, est un mode opératoire proposé déjà par Al-Qaïda depuis 2010 et par Daesh en 2014. Ce qui compte, c'est de terroriser, même de manière désordonnée. Ce qui compte, c'est de frapper des symboles, la République française et la notion de liberté intimement liée à la fête nationale du 14 juillet, les Juifs, dont l'intégration à la République française a été la plus précoce du monde occidental, dès 1789, la jeunesse au Bataclan, ou encore les journalistes et les dessinateurs de presse, comme dans le cas de l'attentat contre Charlie Hebdo. Nous devons donc détruire l'emprise territoriale de Daesh, car c'est le cœur, et nous sommes en train d'y parvenir dans le cadre de la coalition. L'organisation terroriste a perdu environ 40% de son territoire en Irak et 20% en Syrie. Ses ressources sont désormais bien moins importantes, notamment pour ce qui est des hydrocarbures, et le flux des combattants qui la soutiennent se réduit progressivement. Dans le même temps, notre action sur le terrain nous permet le recueil de renseignements en quantité considérable sur Daesh, le recul de Daesh par exemple à Manbij, où il y a de nombreux Français qui ont transité, nous permet de saisir des informations qui nous seront utiles pour protéger le territoire national de la menace que font peser les combattants français ou étrangers présents sur place. Aujourd'hui, 680 Français sont présents dans les rangs de Daesh au Levant. 187 sont présumés morts sur place et environ 200 sont revenus en France. Et ces chiffres sont désormais relativement stables. Mais pendant qu'ils reculent, Daesh cherchera donc à continuer à nous frapper en France, à nous frapper en Belgique, à nous frapper aux États-Unis, à nous frapper ailleurs. Et il est donc de notre devoir de réduire le plus rapidement possible la phase de son recul pour lui porter des coups décisifs afin de le désorganiser d'une manière définitive. Et c'est la raison pour laquelle, dans la phase actuelle des opérations au Levant, le président de la République a annoncé il y a quelques jours un accroissement de notre contribution militaire qui se traduira par un nouveau déploiement du porte-avions Charles de Gaulle et aussi par un accroissement du soutien que nous apportons aux forces irakiennes et aux forces de Peshmerga d'une manière générale en Irak. Face à l'ampleur du défi auquel nous faisons face, notre réponse doit être commune. Et les États-Unis sont dans cette perspective plus que jamais indispensables. Les États-Unis et la France sont les deux principales cibles désignées par la propagande des groupes terroristes djihadistes. Le type de menace qui pèse sur nous demeure très proche, depuis l'individu perpétrant un massacre de masse comme à Nice ou à Orlando, jusqu'aux foreign fighters
qui constitue un enjeu extrêmement lourd. La lutte contre Daesh, contre ses métastases et de manière générale contre les groupes terroristes islamistes, c'est donc un combat que la France et les États-Unis mènent ensemble avec leurs alliés, et cela sur tous les théâtres. C'est vrai en Syrie et en Irak, où je dois dire que la très grande qualité de la relation de travail développée avec Ashton Carter au cours des derniers mois, à des moments particulièrement difficiles pour la France, nous a permis d'avoir une stratégie partagée au Levant. C'est vrai aussi en Afrique, où la France mène aujourd'hui la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et contre d'autres groupes djihadistes. Elle mène cette lutte avec l'aide des États-Unis, notamment en matière de renseignement, de transport, de ravitaillement. Ce sont des éléments précieux qui sont aussi les conditions de notre succès. Et la France bénéficie ainsi du soutien des États-Unis grâce au vote d'une disposition spéciale de votre loi de finances, la section 1207 de la NDAA pour 2016, qui permet à votre pays d'apporter une aide opérationnelle et financière aux États qui luttent contre le terrorisme et poursuivent les mêmes objectifs stratégiques. Je vois dans le soutien bipartisan dont a fait l'objet cette reconnaissance de l'efficacité des forces françaises un autre signe de l'étroitesse de nos liens. Et cette proximité, je le dis ici, a permis de porter notre relation militaire, je crois, à un niveau sans précédent dans notre histoire récente. Et je m'en réjouis. Le fait que le porte-avions Charles de Gaulle ait pris au début de l'année 2016 la tête de la Task Force 50 est également un signe très fort, tant du haut degré d'interopérabilité des forces françaises et américaines que de la confiance qui règne entre nous. C'est en effet la première fois qu'un amiral étranger a commandé une task force comprenant des navires américains. Dans le même ordre d'idée, au matin de ce 14 juillet tragique, dans le cadre du défilé du 14 juillet, le survol des Champs-Élysées par un avion américain Hercule C-130J, suivi de 2 hélicoptères Caracal français, était important pour moi car il est venu symboliser une coopération opérationnelle très efficace au Sahel. Notre coopération est également forte en matière d'échange de renseignements opérationnels dans le cadre des Special Instructions données par Ashton Carter aux agences de renseignement placées sous sa responsabilité et qui se sont traduites par des instructions réciproques que j'ai données à mes propres services et au commandement militaire français. Cette proximité, maintes fois vérifiée, nous permet de travailler sur de nouveaux dossiers sensibles, main dans la main. En Libye, le recul de Daesh, notamment à Sirte, est un signal positif. Nous soutenons le gouvernement d'entente nationale, qui doit être à la tête d'un appareil de sécurité inclusif. Et cet effort doit reposer sur la constitution d'une vraie armée libyenne, une armée qui ne soit pas la simple agrégation de milices, mais bien représentative de la diversité du pays. Cet effort doit être conforté par la mise en œuvre effective de l'embargo sur les armes à destination de Daesh et Al-Qaïda en Libye, que le Conseil de sécurité vient d'autoriser avec un mandat particulièrement robuste donné à la mission européenne Sophia. La France contribue à cette mission en déployant des moyens navals en vue d'assurer le contrôle des navires suspects qui alimentent les groupes terroristes libyens en armes. Mesdames et messieurs, au-delà de notre lutte contre les groupes terroristes djihadistes, ce lien étroit entre la France et les États-Unis doit aussi permettre de faire face aux menaces de la force et aux autres défis de sécurité émergents. Je pense notamment à la posture que nous devons adopter face à la Russie. Comme l'a dit le président de la République à Varsovie, la France et l'OTAN sont dans une attitude strictement défensive. Nous ne menaçons personne. Pour autant, nous devons garantir
la sécurité des pays membres de l'Alliance, en particulier les pays membres les plus fragiles, et c'est la raison pour laquelle la France participera dès 2017 à la présence avancée des troupes alliées à l'Est, spécifiquement d'ailleurs en Estonie. Mais dans ces défis de sécurité, je pense également à la mer de Chine méridionale, où nous affirmons la nécessité que chacun contribue à réduire les tensions existantes, avec comme seul guide le droit international qui assure notamment la liberté de circulation dans les espaces maritimes et constitue le principal élément stabilisateur de l'ordre international. Si nous laissons le droit être contesté en un lieu, il le sera partout. Dans ces défis, je pense à un autre aspect de nature plus politique, c'est-à-dire la manière dont nous devrons accompagner le Brexit dans le domaine de la défense. Il ne m'appartient pas, en tant que ministre de la Défense, de me prononcer sur la volonté du peuple britannique, ni de commenter des décisions politiques internes ou d'émettre des conjectures sur les mécanismes diplomatiques à mettre en œuvre. En revanche, je ne peux pas me désintéresser des impacts géostratégiques de cette décision majeure sur nos grands équilibres stratégiques et sur l'avenir de l'Europe. Et je souhaite que nous puissions trouver des modalités de séparation qui préservent la stabilité du continent européen. Il y a à ce sujet des inquiétudes que nous devons regarder clairement. Elles sont, à mon sens, de trois ordres. En premier lieu, nous devons éviter un repli stratégique du Royaume-Uni, qui risquerait d'être absorbé par les négociations de la séparation. Nous pensons qu'il ne serait pas dans l'intérêt des Britanniques, avec qui nous entretenons des relations denses en matière de défense, de tourner le dos à l'Europe ou au monde. C'est ce que nous leur avons dit et même écrit dans la presse britannique pour ce qui me concerne, et c'est ce que nous continuerons à leur dire. De la même manière, nous pensons qu'il n'est pas davantage dans le domaine de la défense, dans l'intérêt de l'Europe, d'aborder la séparation dans une espèce d'esprit de revanche. En second lieu, nous devons éviter la désunion des Européens au sein de l'Union européenne, car celle-ci aurait nécessairement un impact négatif sur la cohésion et l'unité de l'OTAN que nous venons de réaffirmer à Varsovie. En troisième lieu, nous devons éviter que l'Europe ne perde sa place d'acteur majeur de la sécurité, qui est complémentaire de la puissance américaine. Outre les aspects budgétaires qui semblent évidents, le retrait de l'Union européenne de la seule haute puissance nucléaire et expéditionnaire pourrait renforcer la position de certains pays européens peu désireux de voir les Européens prendre en charge vraiment leur propre sécurité. C'est pour moi un sujet de préoccupation personnelle fort. À cet égard, l'évolution de l'état d'esprit à Berlin, dont témoigne le dernier livre blanc allemand, est une bonne chose. Et je continuerai à travailler étroitement avec Ursula von der Leyen pour proposer aux Européens des modalités de renforcement de l'Europe de la défense, dans l'intérêt également des Américains qui appellent régulièrement à un meilleur partage du fardeau entre les deux rives de l'Atlantique. Pour autant, je reste confiant. J'ai confiance, car nous voyons toujours les signes d'une volonté britannique de travailler avec le reste de l'Europe et de maintenir une présence forte sur la scène internationale. J'ai confiance parce que je vois la capacité de mobilisation de la France et des Européens. Tout d'abord, de manière bilatérale, la France continuera à entretenir avec le Royaume-Uni une relation de défense très riche. Le contexte international exige du pragmatisme. Le Royaume-Uni reste le partenaire en Europe qui dispose à la fois de la volonté et des capacités pour intervenir dans le monde. Il reste une puissance nucléaire dans un monde incertain. La force de notre relation de défense, marquée par les traités de Lancaster House, et la force de nos liens permettra de peser contre toute tentative de repli stratégique. Paris et Londres ont d'ailleurs validé récemment le concept de force expéditionnaire franco-britannique
qui nous permettra d'intervenir en premier si il y avait éventuellement des situations très exigeantes. En outre, nous travaillons à ce que la relance du projet européen s'accompagne aussi d'une redéfinition de la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Le Brexit est un symptôme, il faut en analyser les causes et donner un sens au projet européen pour nos citoyens. Or, la sécurité est une préoccupation de nos sociétés et l'Europe sera un acteur majeur de leur sécurité, ou bien elle échouera, et c'est un dossier sur lequel nous travaillons beaucoup en ce moment. Mesdames et messieurs, dans un contexte stratégique et politique troublé, j'ai donc la conviction que l'amitié franco-américaine est plus dense et importante que jamais. Elle s'illustre dans le combat que nous menons ensemble en ce moment même contre les groupes terroristes djihadistes qui nous menacent. Elle nous confère également une responsabilité particulière pour accompagner le changement géopolitique que constitue le Brexit. Au-delà des intérêts que nous partageons au présent, la relation franco-américaine est donc profonde, car elle peut s'enraciner dans le passé, dans plus de 2 siècles de solidarité indéfectible, et alors que nous nous apprêtons à commémorer en particulier le centenaire de l'entrée en guerre de votre nation dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la nôtre, cette amitié, c'est donc une histoire et une vraie communauté de valeurs, et à l'heure où des deux côtés de l'Atlantique se font entendre des voix pour prôner le repli, c'est un élément que nous ne devrions pas oublier. Pour toutes ces raisons, en cette année électorale pour nos 2 pays, je souhaite que l'amitié franco-américaine grandisse encore et que notre relation de défense continue de s'approfondir. Nous avons tous, vous aussi, un rôle à jouer dans cette perspective. Je vous remercie de votre attention.